Bon, je pense que tout le monde a eu le temps de rejoindre le cours. Donc, on continue à arriver. Alors, bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien. Alors, aujourd'hui, on va continuer on va essayer de finir la petite partie qui nous restait du chapitre 4, dans laquelle on a commencé à parler des sites dynamiques, notamment de la programmation côté serveur, où on s'est intéressé au protocole HTTP. Alors, si on revient rapidement sur les grandes lignes, on avait dit que on avait d'un côté un client HTTP et d'un autre un serveur web, et la communication se fait grâce au protocole HTTP à l'aide de requêtes et de réponses. Le client envoie des requêtes et le serveur répond avec des réponses HTTP. Alors, on avait vu à quoi pouvait ressembler une requête HTTP. Une requête HTTP, elle est constituée d'un en-tête et d'un corps. On avait détaillé ça la dernière fois. Donc, je vous ai donné une petite analogie pour comprendre un peu le principe. Donc, l'en-tête, c'est tout ce que vous avez besoin de mettre comme information euh, pour atteindre correctement votre ressource. Et le corps, c'est tout ce que vous allez tout ce que vous désirez envoyer comme données au serveur. Alors, bon, on va revenir sur cette idée de dos et de contenu de lettres, sur cette analogie, gardez-la en tête, on va la voir quand on va faire le TP HTTP. Pardon, le TP PHP. Alors, on avait dit aussi que qu'il pouvait avoir plusieurs manières pour envoyer une requête HTTP. On appelait ça des verbes ou des méthodes. Donc, il y avait les plus importantes sont les suivantes. Donc, on a get pour consulter une ressource, post pour ajouter une ressource, put pour modifier une ressource et delete pour supprimer une ressource. Donc, ne vous inquiétez pas, on va revenir sur ça lorsqu'on va commencer à faire la programmation côté serveur. Alors, on a aussi d'un autre côté, on a vu à quoi pouvait ressembler euh, une réponse HTTP. Donc, c'est la même chose, vous avez toujours l'entête et le corps de la réponse. L'entête, c'est tout ce qui est censé contenir des métadonnées, des informations qui précisent des détails sur la réponse, par exemple le temps d'envoi de la réponse, le type de données contenues dans le corps, le type de serveur qui a répondu, le statut de la réponse, qui est une information très importante. Alors, on a vu que dans le corps, on pouvait envoyer des données de différents types. Alors, on s'est arrêté à ce niveau-là. On avait commencé à dire, je vous ai posé une question, comment allons-nous envoyer les données au serveur en utilisant HTTP? Donc, la réponse, c'était en utilisant les formulaires HTML. Alors, c'est quoi les formulaires HTML? Donc, on a vu donc dans le chapitre 2, chapitre 1, pardon, on avait vu pas mal de choses, pas mal de balises HTML, mais on s'est pas attardé sur les formulaires HTML qui sont eux aussi des balises des balises HTML qui existent et que vous pouvez réutiliser pour insérer des formulaires, c'est-à-dire des éléments de contrôle qui permettent une interaction avec l'utilisateur. On avait vu un contrôle en TP JavaScript, on a vu quelques éléments de contrôle comme les champs de texte et la checkbox, mais on n'a pas vu tous les contrôles qui pouvaient exister. Alors, c'est quoi ces contrôles-là qui permettent de provoquer un formulaire sur votre page web? Donc, un formulaire HTML est utilisé pour collecter les données saisies par l'utilisateur. Et plusieurs types de formulaires existent selon le type de données à entrer. Alors si justement ce que
On va essayer de voir un par un comment utiliser chaque contrôle. Et ensuite, on va passer à la partie TP où je vais vous montrer comment les insérer et comment les utiliser. Alors, on va s'intéresser au début à un premier type de contrôle qui peuvent être utilisés pour permettre à l'utilisateur de saisir des données. Alors, le premier, c'est un contrôle qui permet d'insérer un champ texte. Donc, ça ressemble à ça. On a utilisé ça dans le TP JavaScript. Donc, c'est un banal cadre où vous pouvez mettre le curseur dessus et vous pouvez saisir du texte. Alors, pour faire ça, vous allez utiliser des inputs. Vous allez ouvrir une balise input. Donc, c'est une balise auto-fermante. Et vous allez préciser type. Dans type, vous allez mettre texte. Donc, si vous faites simplement ça, vous aurez inséré un élément de type champ de texte. Alors, le name, il est toujours important d'affecter un nom pour votre formulaire afin que vous puissiez après l'interroger. Dites-vous que pour récupérer après du côté serveur la valeur du champ, on va utiliser l'attribut name. Donc, quelque part, vous aurez par exemple votre contrôle qui va s'appeler par exemple X. Vous allez mettre X, le nom de votre contrôle, non. Et vous allez pouvoir accéder à la valeur insérée dans le champ texte. Alors, on va revenir dessus quand on va faire du PHP. Je ne fais que anticiper. Donc, mais c'est important de garder en tête que tous les éléments de votre formulaire doivent être nommés. Doivent avoir un nom à l'aide de l'attribut name. Alors ensuite, il peut arriver que vous souhaitiez mettre un champ de texte, mais vous désirez contrôler la manière dont l'utilisateur va saisir son texte. Par exemple, vous désirez permettre à l'utilisateur de saisir un numéro de téléphone et vous voudriez que le numéro de téléphone soit saisi de manière correcte. C'est-à-dire qu'il ne va pas saisir, par exemple, 07A, B. Vous désirez que le champ contienne un numéro de téléphone correct. Alors, vous pouvez dire à quoi ressemble un numéro de téléphone correct en utilisant des combinaisons comme ceci, des patterns, un modèle. Donc, vous allez insérer d'abord un input. Vous allez dire que c'est un type de téléphone, tel. Vous allez bien sûr lui affecter un nom. On va lui dire name phone. Alors, l'attribut placeholder, en réalité, il est utilisé pour, vous savez, ce texte que vous voyez apparaître sur un champ de saisie avant même que vous commenciez à saisir un texte. Là, vous avez un champ de texte et il vous dit, par exemple, ici, vous allez entrer votre nom. Donc, dès que vous cliquez dessus, le texte qui était en gris, il va disparaître pour vous permettre de saisir. On va voir ça après dans le texte. Alors, pour décider à quoi peut ressembler un numéro de téléphone correct, on peut utiliser l'attribut pattern. Vous mettez pattern égal, vous allez dire absolument la première valeur, le premier caractère doit être 0. Le deuxième caractère, les trois caractères suivants, c'est-à-dire j'utilise accolade 3, accolade, pour dire qu'il va suivre 3 caractères qui sont de type numérique entre 0 et 9. Ensuite, il y aura un tiré 6, ensuite 2 caractères entre 0 et 9, ensuite tiré de 6, 2 caractères entre 0 et 9, tiré 6, 2 caractères entre 0 et 9.
Donc, tout dépend. On est en Algérie, les numéros de téléphone peuvent ressembler à ça. Si vous êtes dans un autre pays, le format peut changer, bien évidemment. Donc, Monsieur, vous allez. Oui, monsieur, c'est-à-dire si on saisit un numéro de téléphone incorrect, il nous affiche que le numéro que nous avons saisi est incorrect. vous ne pouvez pas saisir un truc quand vous allez commencer à saisir, vous n'allez pas pouvoir mettre, par exemple, si je tape ici, si j'appuie sur le bouton K sur mon clavier, je ne verrai rien apparaître. C'est-à-dire, il va me forcer à saisir quelque chose de correct, tu comprends? D'accord, oui. Et on ne peut pas, par exemple, saisir, par exemple, dans le premier, on ne peut pas saisir 4 nombres. Ici, Hmm. Parce que dans le pattern, vous avez fait 0, c'est-à-dire le premier, non, le premier chiffre est 0. Après, on saisit un chiffre de 0 à 9 et on saisit 3, c'est ça. non, Enfin, on non, saisit 3 chiffres ouais, entre 0 et 9. Chaque chiffre ouais, est entre 0 et ouais. 9. Et ensuite, il s'attend à ce que vous mettiez un tiré de 6. Oui, c'est-à-dire on peut pas mettre 0 après 4 chiffres. Non, vous ne pouvez pas. D'accord. Merci, monsieur. Je vous en prie. OK. Donc, même chose, si vous voulez mettre un champ de type email, donc vous pouvez forcer l'utilisateur à suivre un, un format bien défini en mettant type email. Donc, c'est simple. Donc, il faut toujours jouer avec l'attribut type pour choisir le type de contrôle que vous voulez mettre en place. Alors, si vous voulez mettre aussi une date, donc vous avez un contrôle déjà prêt à l'emploi euh, qui est très utile. Donc, vous avez d'un côté la date qui a été sélectionnée et vous avez un petit bouton ici qui permet, lorsque vous allez cliquer dessus, d'avoir accès à un petit agenda qui va faciliter à l'utilisateur de choisir la date qu'il voudrait insérer. Donc, pour ça, vous allez mettre input, type, date, donc le name, bien évidemment, et puis vous allez mettre value pour décider quelle valeur par défaut va être mise à l'affichage du contrôle par défaut initial. Et vous allez mettre, vous pouvez mettre aussi min et max pour décider la plage de date que vous voudriez permettre à l'utilisateur à travers laquelle vous voulez que l'utilisateur choisisse sa date. Par exemple, vous ne voudriez pas qu'il déborde au-delà du 31 décembre 2018 et vous ne voudriez pas qu'il choisisse une date antérieure au 1er janvier 2018. Peut-être que dans votre application, vous aurez besoin de mettre un truc pareil. Alors, vous avez aussi l'élément password qui permet, vous savez, parfois vous allez permettre à l'utilisateur de saisir un truc secret pour que d'autres gens ne puissent pas voir le texte qu'il a saisi. Donc, vous pouvez utiliser input, type, password, et vous allez voir que tout ce qu'il va saisir, il va s'afficher sous forme de points. Donc, alors, il faut utiliser type password et vous pouvez décider la longueur. Vous pouvez décider la longueur du nombre de caractères qu'il va saisir en utilisant min length. Min length, ça veut dire qu'il doit saisir au minimum 8 caractères. Donc, s'il quitte le contrôle sans avoir saisi 8 caractères, donc ça va s'afficher en rouge pour lui dire que tu n'as pas saisi 8 caractères, au moins 8 caractères. Monsieur, إذا حبينا نزيدو d'autres conditions زعما. Vous pouvez mettre max length aussi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce champ-là ne vous garantit pas que ce qu'a saisi l'utilisateur va être crypté, hein, qu'on se comprenne. Hein. Ça, c'est juste un contrôle qui permet à l'utilisateur de saisir son mot de passe sans que les autres puissent le voir. D'accord? Mais après, pour mettre en place une véritable stratégie de cryptage du password, c'est une autre paire de manches. OK?
Bon, alors, vous pouvez aussi utiliser un contrôle qui va forcer l'utilisateur à choisir une valeur numérique. Alors, on a vu ça dans le TP JavaScript pour insérer des points. Donc, il a un petit bouton pour incrémenter, décrémenter. Sinon, il peut saisir des valeurs avec son pavé numérique. Alors, vous aurez besoin d'insérer un input de type number et vous pouvez utiliser des min et des max pour décider de l'intervalle à permettre pour l'utilisateur. Alors, finalement, si vous voulez insérer si vous voulez permettre à l'utilisateur de saisir beaucoup du texte sous forme de paragraphe, vous aurez besoin de lui offrir quelque chose de plus aéré, de plus confortable pour lui permettre de saisir beaucoup du texte. Donc, vous pouvez utiliser un text area. Donc, text area, il se présente de cette façon-là. Donc, il va saisir du texte et il a un petit truc dans l'angle en bas à droite qui lui permet d'agrandir et de restreindre la zone textuelle. Alors, donc, vous allez mettre text area, vous allez lui mettre un name, et vous pouvez utiliser rows et calls pour décider de la taille initiale de votre zone, de votre text area. Donc, si vous mettez rows 4, ça veut dire qu'initialement, elle aura une longueur de 4 lignes et elle aura une largeur de 20 colonnes. Alors, on passe à un autre type de contrôle qui est celui qui va permettre à l'utilisateur de choisir. Donc, parfois, vous aurez besoin de contrôler ce que l'utilisateur va saisir et au lieu de lui permettre d'entrer son choix à travers un champ de texte, vous voudriez vous assurer qu'il ne va pas saisir n'importe quoi. Par exemple, il a tout simplement deux possibilités il a le choix entre deux possibilités, par exemple, entre homme et femme. Alors, vous n'allez pas lui mettre un champ de texte pour lui dire tu vas saisir le genre. Si vous connaissez déjà la réponse à laquelle vous voulez vous attendre, vous pouvez mettre tout simplement une radio. Alors, une radio à choix exclusif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va choisir soit homme, soit femme. Vous n'allez pas lui permettre de choisir les deux en même temps. Alors, pour faire ça, on va essayer de suivre. C'est peut-être un peu compliqué pour certains. Donc, vous allez devoir d'abord insérer ces boutons-là. Ou plutôt, attendez. Donc, vous aurez d'abord besoin d'insérer ce bouton-là. Vous allez l'insérer de cette façon-là. Vous allez mettre Input. Vous allez mettre Input, Type Radio. Dès que vous faites ça, et Input, Type Radio, vous aurez inséré un bouton radio. Mais vous n'avez pas encore terminé. Alors, vous aurez besoin de lui affecter certains paramètres qui vont faire que votre radio va fonctionner correctement. Vous allez lui affecter un identifiant. Vous allez comprendre à quoi ça sert l'identifiant. Vous allez mettre par exemple ID genre homme. Vous allez mettre name genre et vous allez mettre value homme. Alors, je vais vous expliquer après à quoi sert chacun des attributs. Alors, pour insérer le texte à côté de votre radio button, vous allez insérer un label. Donc, vous allez insérer un label, balise ouvrante, balise fermante, et vous allez mettre le texte que vous désirez afficher. Par exemple, ici, on désire afficher homme, avec H majuscule. Alors, si vous faites ça, vous aurez inséré ce premier choix. Alors, vous pouvez faire la même chose pour le deuxième. Vous allez insérer un input, type radio, identifiant name value, puis vous allez insérer
le label de cette façon-là. Label, vous allez mettre une balise ouvrante label, balise fermante label, et vous allez mettre le texte que vous désirez afficher pour le choix de l'utilisateur. Par exemple, ici, on a mis femme avec F majuscule. Alors pourquoi on a utilisé tous ces attributs-là, identifiant et name et value, vous allez comprendre. Je vais effacer ça. Alors, pourquoi on utilise ça? Alors, vous aurez besoin d'abord de vous assurer que ces deux boutons-là fonctionnent conjointement ensemble. Donc, vous avez besoin de dire au navigateur qu'il y a un choix exclusif entre homme et femme. Alors, vous avez besoin de les lier en quelque sorte. Vous avez besoin de dire au navigateur, il doit choisir soit celui-là, soit celui-là. Donc, pour faire ça, pour les lier, vous avez besoin de dire qu'ils appartiennent à un même groupe, en quelque sorte. Alors, pour dire qu'ils appartiennent au même groupe, vous avez besoin de dire qu'ils ont le même name. Donc, dès le moment que vous avez mis name, genre, le navigateur il va savoir automatiquement qu'ils sont liés. Donc, l'utilisateur il ne pourra pas choisir ça et ça. Il doit choisir qu'un seul. Pourquoi on a mis value? Value, c'est en réalité la valeur qui va transiter du navigateur vers le serveur lorsqu'il va appuyer sur un bouton envoyer. Lorsqu'il va appuyer, par exemple, si vous avez mis dans votre navigateur, dans votre page, pardon, vous avez mis ce choix, homme-femme, l'utilisateur va choisir homme, on va appuyer sur envoyer. En réalité, ce n'est pas cette valeur-là qui va être envoyée, mais plutôt ce que vous aurez mis ici. D'accord? Donc, si vous avez mis H, c'est la valeur H qui va aller au serveur. Si vous avez mis homme avec tout majuscule, c'est homme avec tout majuscule qui va aller au navigateur. Ça, ce n'est que l'interface que vous allez présenter à l'utilisateur. Ça, ce n'est pas le choix qui va véritablement être sélectionné. Ce n'est pas véritablement la valeur qui va aller au serveur. Alors, pourquoi on a utilisé un identifiant? Alors, vous aurez besoin d'utiliser un identifiant pour plusieurs raisons. D'abord, donc vous pouvez utiliser un identifiant pour faire du CSS, du JavaScript, mais il y a une autre utilité à ça, c'est que vous aurez besoin d'ergonomie, vous aurez besoin que l'utilisateur clique sur homme, directement il clique sur le texte homme pour que ce choix soit sélectionné. Il n'a pas besoin de cliquer sur le bouton pour que le choix soit sélectionné. Avouez que c'est plus pratique de permettre ce genre de choses. Par exemple, quand vous avez l'habitude de rencontrer ce genre de contrôle dans une page web, vous n'avez pas besoin de cliquer ici pour que le choix se fasse. Vous pouvez cliquer sur ce texte directement. Alors, pour dire que ce texte il est lié à cette checkbox, vous avez besoin de dire label for name for égale genre femme. Même chose ici, vous avez besoin de dire for genre homme, id genre homme. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Ok, on continue. Donc, maintenant, on va s'intéresser à un autre, toujours dans les éléments du type choix, on va s'intéresser à un autre contrôle qui lui ressemble et qui est les checkbox. Alors, à la différence des radios, les checkbox permettent de choisir plusieurs valeurs. Alors, imaginez par exemple que vous offrez le choix à l'utilisateur de choisir son mode de transport. Donc, il peut avoir
un seul mode de transport, comme il peut avoir plusieurs. Par exemple, il peut dire j'ai une voiture, mais j'ai aussi une moto, mais j'ai aussi un vélo. Donc, vous aurez besoin de lui permettre de choisir plusieurs valeurs en même temps. Donc, il peut lui choisir une ou deux ou trois. Comme il peut ne choisir aucune. Alors, pour faire ça, vous allez insérer input, type, checkbox. Et euh, pour le reste, c'est un peu différent, à l'exception de l'idée et du value. Alors, l'identifiant, ça sert à la même chose. Donc, vous allez utiliser for pour permettre à l'utilisateur de cliquer simplement sur le texte pour que le choix se fasse. Value, c'est la même chose, c'est la valeur qui va transiter. Donc, s'il clique sur j'ai une voiture, c'est val1 qui va transiter du client vers le serveur. Checked, c'est pour dire si elle est cochée par défaut. Si vous mettez checked, ça veut dire que vous forcez le choix à l'initialisation de votre page. Alors, la différence ici avec donc, vous avez besoin d'insérer autant de input et de label que de choix que vous allez offrir. Donc, ça, c'est pour le premier. Ça, c'est pour le deuxième. Et ça, c'est pour le troisième. D'accord? Alors, la différence entre checkbox et radio, c'est que vous n'avez pas besoin de dire au navigateur que je souhaite les grouper. Parce que ils sont indépendants si vous voulez. Vous n'avez pas besoin de dire que ça, il y a ça et ça, il y a ça. Parce que c'est indépendant. Vous n'avez pas besoin de faire un choix exclusif. Donc, vous aurez besoin de mettre des names différents. Par exemple, ici, je mets name véhicule 1, name véhicule 2, name véhicule 3. OK? Alors, il y a d'autres façons de proposer un choix à l'utilisateur, c'est de lui permettre de choisir une valeur à partir d'une liste. Euh, quand vous avez, par exemple, plusieurs choix à proposer à l'utilisateur, parfois, une radio ou des checkbox peuvent ne pas suffire parce que ça sera désagréable au visuel. Donc, vous aurez besoin de proposer une liste qui contient toutes les valeurs que l'utilisateur va choisir. Par exemple, imaginez que vous lui proposez de choisir la wilaya. Donc, s'il y a 48 wilayas, vous ne pouvez pas lui proposer 48 radios. Vous ne pouvez pas lui proposer 48 radios. Ça risque de prendre de la place inutilement. Donc, à la place, vous pouvez mettre une liste. Et lorsqu'il va déployer la liste, quand il va la dérouler, il aura toutes les wilayas qu'il pourra choisir. D'accord? Donc, pour insérer une liste, vous avez plusieurs choix. Vous avez d'abord un choix à partir d'une liste avec possibilité de saisir. Donc, lorsqu'il va dérouler la liste, il va voir les possibilités, mais il peut aussi choisir sa propre valeur. Donc, il peut soit choisir Chrome, Firefox, Explorer, Opera Safari, ou bien saisir son navigateur directement. Donc, pour faire ça, donc vous allez faire deux choses. Vous allez insérer deux choses. La première, c'est un input. Vous allez le nommer. Puis, vous avez besoin de dire, vous avez besoin de lier la liste aux listes de choix que vous voulez lui proposer. Donc, pour construire cette liste de choix, vous allez utiliser un data list. Donc, balise ouvrante data list ID navigateur pour lier votre data list au input. Puis, vous allez insérer vos choix avec l'utilisation de la balise auto-fermante option. Option value Chrome, option value Firefox, etc., etc. OK? Alors, euh, le deuxième type de liste, c'est un choix à partir d'une liste sans possibilité de saisir. Alors, imaginez que vous lui proposez des marques de voitures. Donc, elle est connue, vous n'avez pas besoin de lui permettre de saisir. Alors, vous allez utiliser
la balise select et à l'intérieur, vous allez mettre autant de balises option que de choix possibles. Vous allez mettre select name, vous allez lui donner un name cars. Et à l'intérieur, vous allez mettre option value Volvo, le texte que vous voulez voir apparaître. Option value sub, le texte que vous voulez faire apparaître, etc., etc. Mais dites-vous que lorsqu'il va choisir Volvo, c'est Volvo minuscule qui va aller au serveur. Ce n'est pas Volvo majuscule. Donc, si vous pouvez mettre autre chose ici, donc c'est cette valeur-là qui va vraiment être sélectionnée. Alors, vous pouvez aussi permettre à l'utilisateur de choisir plusieurs possibilités. Donc, imaginez que vous voulez lui permettre de choisir plusieurs types, plusieurs marques de véhicules. Et donc, il va appuyer sur Shift et il va sélectionner, par exemple, Saab et Mercedes. Alors, pour faire ça, vous allez utiliser la même chose que le premier, sauf une petite différence, c'est que dans la balise ouvrante de Select, vous allez mettre multiple et vous devez vous assurer de mettre dans Name, vous avez besoin de mettre un crochet ouvrant et un crochet fermant. Alors pourquoi? Ça, c'est pour dire que je souhaite que les résultats, que les choix sélectionnés par l'utilisateur soient stockés sous forme de tableau après. Donc, c'est ce qui va transiter vers le serveur, ça sera un tableau avec toutes les valeurs que l'utilisateur a choisies. OK. Bon, donc on a parlé des éléments qui permettent à l'utilisateur d'insérer quelque chose. Alors, vous avez parfois besoin de mettre en forme un formulaire. Vous pouvez utiliser un field set qui permet de regrouper plusieurs contrôles. Par exemple, vous avez nom, prénom, vous avez besoin de regrouper ça dans un petit cadre où vous allez le nommer coordonnées. Alors, vous pouvez mettre ça avec l'élément field set. Donc, balise ouvrante field set, balise fermante field set. Vous aurez besoin de mettre une légende. Donc ça, c'est ce qui va apparaître ici. Et ensuite, vous allez mettre vos contrôles. Donc ça. Donc label input, label input. OK. Alors, en plus des champs de saisie, il y a aussi les inputs de type, donc c'est des boutons que vous allez insérer dans votre formulaire qui aura chacun une fonctionnalité précise, prédéfinie. Donc, si vous insérez un input de type submit, vous allez voir apparaître un bouton dans votre formulaire. Donc, vous allez lui donner le texte submit grâce à value submit. Donc, ce texte-là que vous allez mettre ici, c'est ce qui va apparaître comme texte dans votre bouton. Alors, qu'est-ce qu'il va faire le type submit? Ce bouton-là, il a une responsabilité bien précise, c'est que lorsque vous allez cliquer sur submit, tout ce que vous avez renseigné ici va partir au serveur. OK? Alors, vous avez un autre bouton qui est Input Type Reset. Alors, quand vous allez appuyer sur ce bouton-là, tout ce que vous avez renseigné dans votre formulaire va s'initialiser à 0. Donc, il va vider votre formulaire. OK? Alors, maintenant qu'on sait comment utiliser des contrôles du formulaire, on va voir la structure d'un formulaire. Alors, la première chose à faire, c'est que ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que vous pouvez utiliser ces contrôles-là simplement du côté client. Par exemple, vous n'avez pas besoin de faire de la programmation côté serveur. Vous allez insérer ces contrôles-là et à l'aide de JavaScript, vous allez récupérer les valeurs et vous allez décider de faire tout ce que vous avez envie de faire. Par contre, si vous voulez que ces données-là transitent
vers le serveur, vous avez besoin d'utiliser la balise form. Alors, vous allez quelque part dans votre page web mettre une balise fermante form, et à l'intérieur, vous allez mettre tous les éléments HTML qui permettent à l'utilisateur d'entrer les données. Alors, c'est quoi ces éléments? C'est ce qu'on vient de voir. Par exemple, l'input DAG text pour lui permettre de saisir son nom et son prénom. Par exemple, un truc comme ça. Ensuite, vous avez besoin de mettre un bouton Submit pour permettre à l'utilisateur, lorsqu'il va cliquer sur Submit, il va envoyer les données qu'il a saisies dans son formulaire pour permettre à ces données d'aller vers le serveur. Alors, mais la question qui se pose, c'est où est-ce qu'on va envoyer ces données? Alors, comment décider alors, sur le serveur, il peut y avoir plusieurs pages web, mais il faut décider où est-ce que ces données vont atterrir, sur quelle page web. Alors, heureusement, on peut le mentionner dans la balise ouvrante de l'élément form avec l'attribut action. Alors, du côté du serveur, un programme contenu dans une page qui va s'appeler page traitement va recevoir les données et va les traiter. Donc, on va mettre dans la balise ouvrante action, page traitement, et dites-vous que dans cette page traitement, il va y avoir un programme qui va faire le traitement de vos données. Alors, la deuxième chose à préciser, c'est avec quelle méthode on souhaite envoyer ces données. Alors, on avait dit que le HTTP proposait plusieurs méthodes. On avait la méthode get, post, put, delete. Donc, on le mentionne ici dans méthode. Alors, donc si vous allez mettre get, c'est pas la même chose que si vous mettiez post, même si les deux vont permettre d'envoyer des données. On va voir en TP c'est quoi la différence plus tard. Quand on va commencer le PHP, on va voir c'est quoi la différence. Alors la question c'est à quoi ressemble le programme côté serveur qui va recevoir les données envoyées par le client HTTP et qui va traiter ces données-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre comme programme dans cette page traitement? Alors, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va le voir, mais plutôt dans la partie 2, c'est-à-dire dans la partie 4.2 où on va commencer le langage PHP. Donc, ce n'est pas pour aujourd'hui. Alors, on revient un peu en arrière pour resituer un peu les choses. Donc, on avait dit que d'un côté, on avait le client qui jouait le rôle, le navigateur qui jouait le rôle du client, et on avait le serveur web dans notre situation qui allait jouer le rôle du serveur logique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe plusieurs implémentations de serveur web. Donc, vous pouvez mettre en place un serveur web grâce à plusieurs implémentations. Vous avez Flask si vous voulez mettre en place un serveur web avec Python. Nginx si vous voulez avec JavaScript, Apache qui est une autre solution, Apache. Dans notre cas, on va utiliser Apache avec PHP. Donc, du côté du serveur, il y aura un serveur web implémenté, on va choisir l'implémentation Apache et qui va contenir des extensions qui vont permettre à PHP de fonctionner avec ce serveur web. Donc, ces programmes qui vont être du côté du serveur vont être sous forme de langage PHP, les instructions en langage PHP. Voilà. Donc, on a terminé la première partie du chapitre 4 de la programmation côté serveur pour faire des sites dynamiques. La prochaine fois, on va s'intéresser au PHP. Donc, on va essayer de faire ça sous forme de 2 séances. Voilà, donc vous pouvez toujours trouver des liens utiles qui vont vous expliquer un peu plus les formulaires et le protocole HTTP. Donc, n'hésitez surtout pas d'aller visiter ces liens pour approfondir vos connaissances. Voilà. Donc, on arrive à la fin
de la partie 4.1 de ce cours. Sans plus tarder, je vais basculer vers le TP. Est-ce qu'il y a des questions avant de continuer? Est-ce qu'il y a des questions? Bon, il n'y a pas de questions, donc on va basculer sur l'énoncé du TP. Donc je vais... Alors le TP 4.1, il va concerner donc justement les formulaires. Donc, il se présente sous forme de 9 exercices. Donc, les premiers sont simplement des ateliers qui vont vous permettre de... Donc, les 8 premiers exercices sont des ateliers qui vont vous permettre de vous exercer sur chaque type de contrôle. Et le 9e exercice, c'est un exercice d'application. Vous allez construire une application de formulaire. Alors, donc ça, c'est juste un petit rappel. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec le premier atelier. Alors, dans le premier atelier, on nous demande de construire dans le fichier exo form1.html, de créer une page web comme celle-ci. Voilà. Donc, je vous donne quelques indications juste pour vous rappeler qu'on peut insérer ce texte grâce à label et on peut mettre le label et le champ de saisie dans un div. Comme ça, vous n'aurez pas à provoquer des sortes de lignes avec des éléments BR. Alors, pour faire ça, donc je reviens. Pardon. Donc, à chaque fois que vous allez faire un atelier, vous aurez besoin n'hésitez pas à consulter le cours, parce que je vous donne les indications dans le cours. Donc, n'hésitez pas à revenir sur les slides. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? On nous demande d'insérer un formulaire comme ceci. Donc, je commence par créer ma page web. Donc, je vais la sauvegarder. Alors, donc, je vais la sauvegarder quelque part. TP. OK. OK. Alors, on va mettre dans title. Voilà. OK. Alors, on nous demande d'insérer d'abord, donc le premier, donc s'il va concerner le nom. Donc, je vais mettre, donc je vais revenir, donc, je vais revenir sur le cours pour vous montrer que tout est bien expliqué ici. Donc, vous pouvez revenir ici, vous pouvez reproduire la même chose. Donc, j'ai besoin de mettre un label. Je vais mettre nom. Et vous allez comprendre à quoi sert for. Name. Je vais mettre un input. Type. Texte. Identifiant pour pouvoir le cibler. Un name pour pouvoir récupérer la valeur.
encore. Alors, si je fais déjà ça, j'exécute. Donc, j'aurai produit ceci. Alors, vous voyez, quand vous cliquez sur le texte, il va automatiquement sélectionner le champ de saisie parce que on a utilisé le for. Alors, si on continue, donc on peut insérer la même chose. Le prénom. 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 Voilà. Je réfléchis. Alors, pour éviter que les deux se mettent l'un à côté de l'autre, on peut utiliser un div. Comme ça. Voilà. Alors, c'est utiliser div, en réalité, c'est pour créer des blocs. Hein. OK. Est-ce qu'on a terminé? Donc, je reviens sur l'énoncé. Donc, c'est bon, j'ai produit la page qui a été demandée. Sauf que il y a une autre possibilité à utiliser, c'est ce truc de placeholder. Donc, placeholder, si vous mettez placeholder, exemple, votre nom. Alors, regardez. Donc, c'est un texte qui va venir s'afficher par défaut sur votre champ de saisie, mais dès que vous cliquez, dès que vous commencez à mettre du texte, il va disparaître. C'est juste une indication pour aider l'utilisateur à les bons valeurs. Je vais mettre aussi ici, placeholder, votre prénom. Voilà. Ensuite, donc ça c'est le premier exercice. Le deuxième exercice, donc on nous demande de mettre plusieurs éléments pour essayer de contrôler la saisie de l'utilisateur. Donc on va essayer d'insérer tout ça. Alors, donc c'est ce qu'on avait expliqué ici. Donc, je vais les mettre juste à la suite. Alors, input. Donc, je vais mettre input type name one solver saisir un tel. Si d'abord on fait les choses juste comme ça, on va essayer de voir qu'est-ce qui va apparaître. Donc, vous pouvez saisir n'importe quoi quand vous pouvez voir, mais on a besoin de contrôler la saisie. Je vais juste reproduire ça. Voilà. Ici, c'est tel. On est tel. On dit tel. Voilà. On va voir si c'est correct. Donc, c'est juste par souci de mise en forme. Alors maintenant, on va essayer de contrôler la saisie comme on avait dit. Donc, je reviens ici, je vais essayer de reproduire le pattern. Donc, je reviens dans pattern. Je vais mettre pattern égale. Donc, d'abord un 0, ensuite 0,9, 3. Alors, si je mets juste les choses comme ça, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Alors, effectivement, on peut saisir
n'importe quoi, mais en réalité, c'est lorsque vous allez appuyer sur le bouton Submit que le cadran. Alors, tout à l'heure, j'ai répondu à Raja, je lui ai dit qu'il va nous obliger à se dire. En réalité, ce n'est pas exactement ça. Lorsqu'on va insérer un bouton Submit, ce champ décisif va se mettre en rouge pour nous dire on a mal renseigné ce champ-là. Donc, je vais vous montrer. Je vais mettre un Submit, juste pour vous montrer rapidement. Type. Ah, pardon. Input. Type. Submit. Value. Submit. Alors, on a besoin de mettre d'abord le tout dans un formulaire avant de form. Alors, voilà. Donc, il vous dit veuillez respecter le format requis. Donc, si je reviens, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis un 0. Ensuite, 3 chiffres entre 0 et 9. Donc, si je mets 1, 2, 3, c'est bon. Il n'y aura plus ce problème. Donc, c'était juste pour rappeler un peu. Je ne voulais pas revenir dessus lorsque j'ai répondu. Je préférais revenir dessus dans le TP, c'est plus parlant. OK, on continue. Donc, je vous laisse le soin après de mettre tout le pattern qui a été demandé. Ensuite, vous avez l'email. C'est la même chose. Donc, ça va revenir. Donc, email. F email. Email. F email. Email. On peut mettre ici F. Je ça aussi, un email. On n'a pas besoin de ça. Voilà. On revient. Donc, même chose ici, il va vous forcer à saisir un email. Donc, il vous dit veuillez inclure base dans l'adresse email. Il manque un symbole dans. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne en réalité. Alors, si vous voulez mettre quelque chose de plus compliqué, il existe des éléments, des frameworks qui vont vous aider dans ce sens. Ce n'est pas l'objet de ce TP. Alors, je voulais vous montrer. Donc, le for, quand vous allez mettre un for ici, vous mettez un for. Pardon. Quand vous mettez un for ici, vous allez le lier. Attendez, je me suis trompé ici. Vraiment. Donc, quand vous allez cliquer sur le label, il va sélectionner le champ de saisie. Donc, regardez. Si je clique sur prénom, il va sélectionner le champ de saisie prénom. Si je clique sur tel, il va le sélectionner. OK. Donc, on va continuer avec les autres éléments. Donc, il nous reste l'élément. Alors, où est-ce qu'on en était? On en était, c'est comme ça. Date. Alors, la date, je vous montre la date parce que c'est quelque chose d'intéressant. Alors, pour la date, je mets date, fdate, date. J'ai pas besoin de placeholder. Donc, si je mets juste ça, voilà ce que ça donne. Donc, ça n'a pas été initialisé. C'est pas ce qu'on voudrait. On voudrait initialiser à une date bien précise. On peut mettre, par exemple, value 2018. On va mettre la date d'aujourd'hui. Voilà.
Donc, vous allez voir que c'est initialisé à la date d'aujourd'hui. Quand vous allez cliquer sur ce bouton, vous allez voir apparaître un agenda. Quand vous allez cliquer sur une date précise, il va l'appliquer et il va la mettre ici. Donc, si je clique sur 9 avril, il va mettre 9 avril 2022. OK. Je peux effacer, je peux mettre la date d'aujourd'hui. Très, très bien. Je peux mettre une plage bien précise. Je peux mettre. Alors, donc on avait dit mine. Alors, on peut dire par exemple aujourd'hui. Le minimum, c'est aujourd'hui. Et le maximum, c'est la fin de l'année, la fin du semestre. 5. Alors, si vous faites ça, vous allez voir que vous ne pourrez pas sélectionner les dates qui sont antérieures à aujourd'hui et vous ne pouvez pas dépasser le 5 juillet. Vous ne pouvez pas choisir une date. Par contre, vous pouvez choisir une date qui est dans la plage. Voilà. Alors, on continue. Donc, le number, on l'avait déjà vu. C'est pas la peine de revenir dessus. La surface text area. Alors, pour text area, vous allez mettre text area. Text area. Name. Rose pour décider. Alors, on va pas mettre rose pour l'instant. On va mettre un paragraphe. Comme ça, n'importe quoi. OK, on va voir ce que ça donne. Alors, pour l'instant, ça donne un texte, un contrôle comme ça. Vous avez la possibilité d'agrandir et de diminuer. Mais vous pouvez décider la taille initiale en utilisant le rose et les calls. Je vous mettez rose égale 5, calls égale 5 ou 10. Donc, si vous revenez maintenant, ça va proposer quelque chose comme ça. On peut agrandir là. On peut mettre par exemple 30. Voilà. Alors, je peux mettre ici un div. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oups. Voilà. Alors, le dernier. Alors, maintenant, on va aller. Alors, pour Password, c'est facile, il n'y a rien de particulier. Alors, pour les choix, donc je disais pour les inputs, donc vous pouvez mettre. Je vais mettre div. Je vais mettre input. Input type égale radio. Donc, si je fais juste ça, regardez ce que ça donne. Ça donne un bouton. J'ai besoin de mettre un label à côté. Alors, je mets label, on, et j'aurai inséré à côté un texte. Donc, je peux faire la même chose pour femme. Je vais mettre ça. Femme. Alors, je serai embêté, j'ai besoin de provoquer un retour. Donc, je peux mettre comme ça. Un div.
Voilà. Alors, est-ce que j'ai terminé? J'ai plusieurs soucis pour l'instant. Si je clique sur homme ou la femme, rien ne se passe. Si je peux, et malheureusement, je peux sélectionner les deux en même temps, donc c'est pas ce que je souhaite. Je peux d'abord régler ce problème, donc en leur donnant le même nom, name f genre, name f genre. Donc je suis en train de dire que ils sont dans le même groupe. Donc si je fais ça, je rafraîchis. Maintenant, je ne peux pas choisir les deux. Ok. Alors, pour régler le truc du for, donc j'ai besoin de dire maintenant id égale f homme, id égale f femme, et je mets ici for, et je le lis à celui-là. Je mets f homme, f femme. Voilà. Et maintenant, si je clique sur homme, sur femme, tout se passe bien. Alors, j'ai besoin de mettre aussi des valeurs. Alors, value égale homme, value égale femme. Si je précise rien, en réalité, ce qui va se passer, si je précise rien, la valeur qui va être envoyée, donc il y aura dans, je vais enlever ça. Alors, en réalité, si je mets rien, la valeur il ne va rien être envoyé. Si je sélectionne ça, f genre, ça sera une fausse valeur. Même chose ici. Donc, si je mets value égale homme, égale femme, vous allez voir que c'est la bonne valeur qui va être envoyée. Alors, on va revenir. Je n'ai pas encore expliqué ce qui se passe dans l'URL quand vous allez appuyer sur Submit. On va revenir dessus quand on va faire le TP-PHP. OK. Donc, ça, c'est pour les choix. Pour les checkbox. Alors, pour les checkbox, c'est. Donc, j'insère. Alors, pour les checkbox, c'est la même chose, c'est la même idée qu'on suit. Donc, je mets input, type, checkbox. Donc, si je mets juste ça, j'aurais juste quelque chose cliquable. Donc, j'ai besoin de garnir tout ça. Donc, comment je vais garnir tout ça? Je vais mettre un label. Un label où je vais mettre j'ai une voiture. Et vous allez voir apparaître devant j'ai une voiture. Je vais mettre un peu tout ça en forme. Je vais mettre ça comme ça. Juste pour provoquer des retours. Et je vais créer les autres choix possibles. Comme ceci. Donc, je vais copier. Donc, j'ai 3 checkbox. Je change juste les valeurs. Donc, j'ai une moto. J'ai un vélo. Donc, si je reviens, voilà ce que j'ai. Donc, le problème, c'est que si je clique, rien ne se passe. Ici, ça fonctionne. Quand je vois, il ne voit pas correctement. Donc, il n'en voit rien. Je n'ai pas encore précisé de value. Donc, je reviens. Donc, je vais mettre d'abord des names. Véhicule 1. Véhicule 2. Véhicule 3. Je vais mettre un identifiant. Véhicule 1, V1, V2,
V3. Je vais les lier avec for. V1, V2 et V3. Et j'aurai besoin de mettre des values. Voilà 1, voilà 2 et voilà 3. Alors, si je fais ça, je vois d'abord que je peux cliquer sur le texte pour que ça fonctionne. Et maintenant, quand je choisis la première, je vais submit, je vois que c'est véhicule 1 qui est envoyé, val 1 qui est reçu du côté du serveur. OK. Alors, on va parler un peu des listes. Alors, pour les listes, j'ai dit qu'on a plusieurs possibilités. Donc, vous avez, on va mettre juste la première pour vous montrer. La première et la dernière. Donc, input. Liste égale navigateur et data list ID. C'est juste pour lier avec le input. Navigateur, data list. Ensuite, je mets les options, option, value, column, Firefox, Opera, voilà. Donc maintenant, si je reviens, j'ai la possibilité de choisir et j'ai la possibilité de saisir. Par exemple, je vais mettre Safari. Donc, si je clique sur envoyer, vous allez voir que c'est mon navigateur, c'est le nom de la variable. Donc c'est ce que j'ai mis dans name ici. Et la valeur c'est Safari parce que j'ai mis Safari ici. Si je mets Chrome, c'est Chrome qui va être ici. Voilà. Alors je vais mettre directement le dernier. Ce dernier-là. Ce dernier, il est un peu différent. On permet de choisir plusieurs choses. Je mets select, name, cars. Bon, je ne vais pas mettre pour l'instant. Je vais mettre que ça pour l'instant. Select. Options. Option. Value. Value. Voilà. Et je mets le label qui va s'afficher. Et je mets par exemple 4 choix. Sab. Merci. Audi. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Donc, ça va donner un truc comme ça. Vous avez une liste déroulante et vous pouvez choisir. Alors, la différence ici, c'est que le problème ici, c'est qu'on peut permettre à l'utilisateur de choisir plusieurs choses. Alors, pour faire ça, vous allez mettre ici multiple. Maintenant, vous avez une liste. Lorsqu'il va cliquer sur, appuyer sur CTRL, il peut choisir plusieurs en même temps. Volvo et Mercedes. Volvo et Saab.
Alors, si vous choisissez Volvo et ça, vous cliquez sur Submit, vous allez voir ici qu'il a envoyé en réalité 2 fois la variable cars. Il a envoyé un truc comme ça. Cars égale Volvo, cars égale ça. Alors moi, je ne voudrais pas que ça s'envoie de cette manière, je voudrais que ça s'envoie de cette manière, sous forme de tableau. Je voudrais que ça s'envoie comme ça. Il y a une possibilité de le faire. Bon, je peux faire ici. Je peux mettre comme ça. J'enregistre. Maintenant, si je fais Volvo et ça, je clique. Alors, il a envoyé. Attendez. Alors, je pense qu'il y a certaines choses qui ne fonctionnent pas si on ne met pas correctement un serveur web. En réalité, on est en train de travailler en local. Il n'y a pas de serveur web. Tout se passe sur le navigateur. C'est pour ça que certaines choses peuvent ne pas fonctionner correctement. Si je rafraîchis, qu'est-ce que j'ai reçu? Alors, vous allez voir que il n'y a pas en réalité de réponse qui a été envoyée ou là, une requête qui a été demandée. Parce on n'a pas encore mis en place un serveur web. Pour que vous puissiez voir en réalité tout ce qui se passe, ce que le serveur a reçu, il faudrait qu'on mette en place un serveur web. C'est ce qu'on va faire à partir du prochain cours et du prochain TP. Donc, je vais sauter cette étape. On va revenir dessus la prochaine fois. Alors, c'est bon. Donc, pour le reste, je vous laisse le soin de terminer. Donc, en réalité, c'est tout ce qu'on a vu en cours. Je vous demande de le refaire par vous-même. Comme ça, vous pouvez voir comment ça se passe. Alors, le dernier exercice, l'exercice 9, c'est un exercice d'application. Donc, je vous demande de créer par vous-même un formulaire comme celui-ci. Donc, en réalité, ici, on vous demande, donc on souhaiterait concevoir cette mini-application qui permet à des étudiants de saisir des détails concernant leur fiche de projet de fin d'études. Alors, vous avez en haut une petite bannière. Vous avez un espace pour décrire un peu le formulaire. Et vous allez mettre les formulaires. Vous n'êtes pas obligé d'avoir exactement la même chose. Ici, c'est un formulaire de Google Forms. Donc, c'est pour ça que ça s'affiche de cette manière. Si vous arrivez à reproduire la même chose, tant mieux pour vous. Ça vous fera un peu d'exercice en CSS. Sinon, vous pouvez mettre label, champ de saisir à côté, il n'y a pas de souci. Alors, vous allez mettre donc nom, prénom, matricule, email, téléphone, palier, votre spécialité, type de projet, domaine, intitulé du projet, résumé du projet. Donc, c'est pas à vous de voir quel type de formulaire convient pour chaque étape. Ou plutôt, vous allez voir pour chaque question quel type de formulaire convient. Par exemple, dans le domaine, vous avez plusieurs possibilités. Donc, on peut utiliser des checkbox. Il peut choisir plusieurs possibilités en même temps. Dans le type de projet, vous avez soit interne, soit externe. Dans palier, il peut soit être licence, soit master. Spécialité, vous avez toutes les spécialités que vous connaissez dans la faculté. Voilà. Donc, ça vous fera un bon exercice. Donc, essayez de le préparer pour la prochaine fois. Voilà. Donc, ce TP-là, il vous aura permis de voir les différents types de contrôles qu'on a vu en cours, les champs de saisie, les choix, les regroupements, la structure d'un formulaire. Et à la fin, vous aurez après à construire une mini-application qui contient des formulaires. Après, dans le prochain cours, on va voir comment on va récupérer ces valeurs et qu'est-ce qu'on pourrait faire avec. Est-ce qu'il y a des questions? C'est clair. OK.
Donc, s'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter ici en ce qui concerne le cours et le TP. Donc, on va reprendre dans 10 minutes pour, donc si vous souhaitez, s'il y a des gens qui souhaitent parmi les présents, qu'on revienne un peu sur le TP JavaScript pour rebalayer un peu les questionnements de certains, puisque certains semblent ne pas avoir compris certains points. On va réviser un peu, si vous voulez, les choses. Dans 10 minutes. Donc, vous me dites, hein, s'il y a des gens qui sont intéressés, vous me le dites. Hein. Comme ça, je ne vais pas me retrouver seul. Est-ce qu'il y a des gens intéressés par une révision JavaScript? Oui, monsieur. OK. Alors, ceux qui sont d'accord, ils mettent un oui dans les commentaires. OK, donc donnez-moi 10 minutes, ou là, un quart d'heure, juste pour souffler.